Alors, notre invité dans le Club Info Week-end cet après-midi, Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Géopolitologue, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur de Comprendre le monde, paru aux éditions Armand Collin. Jamais on n'aura peut-être autant eu besoin de comprendre le monde avec cette actualité qui est quasiment quotidiennement rythmée par les déclarations de Donald Trump, la politique américaine qui change quasiment le quotidien du monde entier chaque jour. Qu'est-ce qui vous... Avant d'entrer dans les sujets vraiment d'actualité, notamment ces discussions entre Téhéran et Washington, mais qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette méthode de Trump, dans cette façon de bousculer le monde? Est-ce qu'à vous aussi, géopolitologue habitué aux crises, est-ce qu'à vous aussi il donne le tournis? Oui, mais on s'y attendait parce qu'il l'avait annoncé et qu'il tient parole généralement. Les États-Unis restent la première puissance mondiale et Trump veut complètement changer le système international. Auparavant, tous les présidents américains se demandaient comment gérer le système international puisque sont la tête du monde libre. Trump lui dit comment se débarrasser du système pour qu'il n'y ait plus aucune contrainte à la puissance américaine. Donc c'est effectivement une véritable révolution stratégique. Il est bien parti pour y arriver selon vous? J'espère qu'il est plutôt bien parti pour échouer parce que ça dépendra des contre-balances, des résistances. La Chine et l'Union européenne, c'est un peu les deux principaux blocs de résistance. D'autres sont un peu plus mal placés pour le faire, mais il peut y avoir un effet d'entraînement. Mais donc la Chine n'est pas aussi facile que cela à dominer, contrairement à ce que pense Trump. Et l'Union européenne, qui n'est plus protégée par les États-Unis, ne veut pas non plus se laisser faire. Alors, sujet brûlant de l'actualité aujourd'hui, c'est le nucléaire iranien. Les négociations qui commencent donc entre Téhéran et Washington, une rencontre rare et d'autant plus cruciale entre deux pays ennemis et sous tension parce que Donald Trump a menacé de représailles très fortes s'il y avait un échec des négociations avec l'Iran. Je vous propose d'écouter Donald Trump et on en parle ensemble après. Je ne veux pas qu'ils aient d'armes nucléaires. Je veux que l'Iran soit un pays merveilleux, grand et heureux. Mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Alors c'est là tout l'objet de cette tension entre les deux pays. Un Iran grand et heureux, mais sans armes nucléaires, c'est pas ce que veut l'Iran? Oui, alors certainement, l'Iran veut avoir l'arme nucléaire pour se protéger, mais si l'arme nucléaire peut être une menace de bombardement, peut-être qu'ils ne vont pas y aller. On peut simplement remarquer que cet accord avait été trouvé en 2015, quand Barack Obama était président, et que c'est Donald Trump qui, en 2018, l'a déchiré. Et donc aujourd'hui, il veut revenir parce qu'il va dire que c'est un accord que lui a trouvé, donc qui est bien supérieur à ce que cet incapable d'Obama avait pu mettre en œuvre. Et Trump veut éviter une guerre, il sait très bien qu'il y a des grandes menaces de conflit. Alors c'est le choix entre effectivement bombarder l'Iran pour éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que l'Iran qui serait atteint. Alors juste, oui. Ça aurait des répercussions, notamment en Arabie Saoudite, qui est l'autre grand allié. Et donc Trump est partagé entre ces deux alliés au Proche-Orient, Israël qui veut bombarder et l'Arabie Saoudite qui veut éviter que l'on bombarde parce qu'elle sait qu'elle sera la victime indirecte de tout cela. Et Trump essaye de négocier pour couper l'herbe sous le pied à Netanyahou pour éviter les bombardements et en même temps trouver des moyens rassurants pour les Saoudiens qui, depuis son premier mandat, se sont réconciliés avec les Iraniens puisqu'ils ont réouvert leurs relations diplomatiques qui avaient été coupées auparavant. Quelle est la position de Téhéran? Est-ce qu'ils sont réellement en mesure de négocier, les Iraniens? Alors, ils sont très affaiblis militairement et économiquement, ils sont sous. Donc, eux, ce qu'ils veulent obtenir, c'est la levée des sanctions. S'il y a une levée des sanctions américaines et que leur économie puisse un peu respirer de nouveau, eh ben, ils en seront heureux parce que ça pourra calmer la population, ils auront plus de marge de manœuvre et surtout, ils auront une sorte de garantie de ne plus être bombardés par Israël si Trump trouve un accord avec eux. Et donc, finalement, l'arme nucléaire est là, non pas pour attaquer d'autres pays, mais pour avoir un effet de dissuasion sur les autres pays. S'ils peuvent le trouver autrement, ça peut les satisfaire parce que c'est vrai que le rapport de force ne leur est pas favorable. Vous croyez réellement qu'il y a un espoir là dans ces négociations entre Steve Witkoff et Abbas Araghchi là? Le fait qu'elles aient lieu est déjà une bonne surprise. Il faut se rappeler qu'Elon Musk avait vu l'ambassadeur iranien aux Nations Unies à peine l'élection de Trump acquise. Donc il y a évidemment une volonté. Vous savez que Trump veut avoir le prix Nobel de la paix. S'il trouve un accord avec l'Iran, ça écartera quand même les menaces de guerre. Il en tirera profit et surtout il pourra dire, là il veut surtout rayer Obama de la mémoire. Et donc s'il trouve un accord qui lui sera respecté, alors que c'est lui-même qui a déchiré l'accord signé par Obama, il pourra effectivement plastronner devant l'opinion publique. Il aime quand même le triomphe des apparences. Difficile de ne pas faire le constat qu'une fois de plus, les Européens ne sont pas dans ces négociations. Ils sont totalement évincés. Est-ce que comme pour la Russie et l'Ukraine, effectivement. Oui. Et là, c'est d'une part une volonté
volonté américaine, qui considère que les Européens n'ont rien à faire, qu'il n'y a qu'une seule grande puissance, ce sont les États-Unis, que les Européens sont juste des supplétifs. Mais les Iraniens sont d'accord. Parce qu'en fait, les Iraniens reprochent aux Européens de ne pas avoir soutenu lorsque Trump a déchiré l'accord et de ne pas avoir fait d'efforts suffisants pour que l'accord survive, ou du moins de continuer à avoir des relations. Et face aux menaces de sanctions américaines, les Européens ont arrêté de commercer avec l'Iran une fois que Trump a déchiré l'accord. Donc les Européens ont perdu aussi en crédibilité, non seulement auprès des Américains, mais également auprès des Iraniens. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore un temps de retard ? On va regarder ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y aura, on sera des observateurs. S'il y a un accord qui est trouvé entre Iran et Américains, on s'en félicitera parce que les Européens n'auront bien sûr pas intérêt à ce qu'il y ait un conflit, mais ils n'auront pas été, alors qu'ils ont été les acteurs centraux du premier accord de 2015, là ils seront les spectateurs. C'était avec Barack Obama à l'époque, on était encore alliés. Voilà, et il y avait quand même une place faite à l'Europe, puis c'est l'Europe qui a maintenu le contact avec l'Iran quand ce contact avait été coupé par George Bush. Donc là, effectivement, on sera les spectateurs comme le reste de la planète. Les États-Unis également à la manœuvre dans les tentatives de règlement de la guerre en Ukraine, avec cette interview au Times de l'ex-général Keith Kellogg qui suggère une partition de l'Ukraine sur le modèle de Berlin après la Seconde Guerre mondiale pour mettre fin au conflit. Voilà ce qu'il dit. On pourrait faire en sorte que cela ressemble à ce qui est arrivé à Berlin quand il y avait une zone russe, une zone française, une zone britannique et une zone américaine. Alors il a démenti, mais enfin en tous les cas, ça a été quand même publié. Donc, une fois que c'est dit, on imagine que... Donc peut-être qu'il a voulu se rattraper. Alors je crois que personne ne souhaite... Alors en plus, une zone américaine, mais ça serait sans soldats américains, puisque les États-Unis ne veulent pas envoyer le soldat. Donc c'est quand même pour le moins confus. Et puis je ne pense pas que le scénario de Berlin pendant la guerre froide soit un scénario heureux qu'on a envie de renouveler et qu'il y ait beaucoup de volontaires pour cela. On se souvient, pardonnez-moi, du mur de Berlin. En l'occurrence, là, ce serait le fleuve, le Dniepr, qui servirait entre guillemets de frontière naturelle. Qui permettrait une très grande avancée russe sur le territoire ukrainien, par ailleurs. Et donc on peut comprendre que les Ukrainiens soient fâchés, même s'ils ont compris qu'il ne faut pas trop protester formellement par rapport aux déclarations américaines et laisser un peu le temps passer. On peut penser que les Européens ne sont pas satisfaits non plus, mais en tous les cas, ils notent qu'il y aura une présence. Ce que l'on peut noter là-dedans, c'est l'acceptation du principe qu'il y ait une présence militaire française et britannique pour soutenir l'Ukraine si une paix était trouvée. Mais bien sûr, cette proposition... Moscou n'en veut pas. N'en veut pas, mais on peut aussi en discuter. Mais en tous les cas, on voit bien là que c'est de nouveau des déclarations maximales qui vont certainement, une fois de plus, inquiéter les Ukrainiens et en même temps permettre à Poutine d'être encore un peu plus exigeant. Parce que finalement, on lui donne, y compris des territoires qu'il n'a pas encore conquis militairement. Donc effectivement, on voit que malgré le refus de Poutine d'accepter le plan de cessez-le-feu de Trump, qui était quand même un beau cadeau qui lui est fait, les Américains et Trump, l'administration Trump, continuent quand même à être plutôt du côté de Poutine que les Ukrainiens et à ne pas poser de conditions par rapport aux ambitions russes. Ça veut dire que là, si un jour on en devait arriver à cet état-là de l'Ukraine, ce serait un triomphe de la Russie c'est vraiment absolue. Parce que une fois encore, Poutine ramasserait la mise. Ce que Poutine veut pour l'instant, il n'accepte pas le cessez-le-feu parce qu'il voudrait en fait un grand sommet avec Trump pour régler non seulement la question ukrainienne, mais parler aussi de l'Iran, parler aussi du Proche-Orient, parler des terres rares, parler de l'Arctique, des sujets qui peuvent intéresser les Américains. Et donc, lorsque les Russes disent qu'il ne faut pas seulement arrêter la guerre, il faut aussi réfléchir aux conditions qui ont permis la guerre, c'est le fait d'avoir un grand sommet, une fois de plus, sans les Européens, entre Trump et Poutine. Qu'est-ce qu'il reste de l'Ukraine, là, dans ces conditions ? Dans ces conditions-là, il resterait une sorte de territoire réduit aux acquêts qui serait quand même très largement amputé. Donc on est largement au-delà des conquêtes territoriales que la Russie a faites. Et donc c'est effectivement, vous voyez Kiev qui serait vraiment tout à fait à la frontière. Donc et il n'est même pas certain que la Russie ait la force de conquérir les territoires qui sont ceux-là. Donc il faudrait un retrait volontaire de l'armée ukrainienne. Et même si l'Ukraine est épuisée, fatiguée, elle n'est pas au point d'accepter cela. Ce qui est terrible aussi, vous l'avez soulevé, mais c'est encore une fois vraisemblablement l'absence des Européens qui regardent ce ping-pong Russie-États-Unis en tant qu'observateurs malgré eux. Oui, alors il faudra quand même peut-être que certains Européens qui
pense encore que les États-Unis sont un allié, qu'on ne peut pas se couper des États-Unis. Si on continue à dire que quoi que fasse Donald Trump, on continue à être des alliés loyaux, obéissants, il n'y a pas de raison qu'ils bougent un peu. Les Chinois sont quand même plus brutaux et plus nets dans leurs réactions. Et donc peut-être aussi qu'il est temps que les Européens mettent aussi des limites à ce qui est acceptable pour leur part, de la part des États-Unis. Parce que si à chaque fois on ne réagit que de façon relativement molle par rapport aux immenses provocations, enfin, les États-Unis proposent quand même d'annexer une partie d'un membre de l'Union européenne qui est le Danemark. Sans parler du Canada, qui a quand même aussi un allié cher et important. Et donc, il faut peut-être réagir un peu plus fortement, parce que là, on a l'impression que Trump multiplie les déclarations incendiaires, les provocations, et on réagit de façon très européenne, donc très modérée, ce qui n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux par rapport à Trump. Même si, dans la guerre commerciale qu'il a décrétée quasiment au monde entier, on a vu une sorte de recul de Donald Trump en proposant ces négociations, en tout cas d'attendre avant d'augmenter ses tarifs douaniers, 90 jours. Est-ce que finalement cette méthode européenne, qu'il qualifie d'ailleurs d'intelligente, je ne sais pas si c'est un compliment, Donald Trump, mais est-ce que ça... Alors, est-ce que Donald Trump a reculé face aux réactions européennes ou face à la chute de la bourse aux États-Unis, aux réactions des milieux d'affaires américains et aux menaces d'inflation sur le sol américain? Et aux réactions des Américains eux-mêmes, qui sont pris à la gorge. Quand les fonds de pension baissent, quand la bourse baisse, ce sont les fonds de pension qui sont atteints et donc la retraite des Américains. Donc effectivement, il a tenu compte de la réalité. Alors l'Union européenne, quand même, s'organise pour résister sur le plan commercial. Et sur le plan commercial, on lutte à 27. On est vraiment là un bloc. Et donc Trump ne peut pas trop jouer la division. Mais c'est sur le plan stratégique par rapport à ce que Trump propose pour le reste que l'on pourrait réagir plus fortement. Sur le plan commercial, effectivement, la réponse européenne est plutôt intelligente, de ne pas déclarer la guerre, mais de cibler très précisément ce qui peut faire mal aux Américains. Alors Trump et ses multiples provocations, il a provoqué aussi l'indignation en imaginant, on s'en souvient, la bande de Gaza en station balnéaire qu'il avait appelée Gaza Riviera. Alors Emmanuel Macron, qui était en Égypte en début de semaine pour un sommet avec le président égyptien et le roi de Jordanie, a rappelé d'abord au président américain que la priorité c'était de sauver des vies à Gaza. Et puis il a déclaré, Emmanuel Macron, qu'il n'excluait pas la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Une prise de position qui pourrait intervenir au mois de juin. Est-ce que cette déclaration d'Emmanuel Macron peut peser ? Alors, les reconnaissances d'un État, c'est symbolique et les symboles comptent quand même. D'ailleurs, on voit qu'Israël s'oppose à cela. Simplement, pour l'instant, si on comprend bien les déclarations du président de la République, il le conditionne à une reconnaissance par les pays arabes d'Israël, notamment l'Arabie saoudite. Or, les Saoudiens ont été très clairs qu'ils ne reconnaîtront pas Israël tant qu'il n'y aura pas une véritable perspective de création d'un État palestinien, que le gouvernement Netanyahou, mais même que l'opposition Netanyahou refuse pour le moment. Les lois ont été votées en Israël pour refuser toute perspective d'un État palestinien, et on ne voit pas Donald Trump faire pression pour aller en ce sens. Donc en fait, pour l'instant, on voit un peu que la France, qui était très en pointe sur ce dossier, est un peu en retrait, y compris par rapport à des pays comme l'Espagne en Europe. Quels effets cette reconnaissance pourrait un jour avoir, si tant est qu'elle ait lieu ? Une fois encore, c'est pas ça qui va cesser les bombardements sur Gaza. Et là, on voit que finalement, l'armée israélienne est en train de mettre le plan de Trump à exécution, puisqu'ils expulsent les Palestiniens de plus en plus de zones de Gaza en leur demandant de partir. Donc, on se demande où les habitants de Gaza pourront aller. Donc, sur le terrain, ça change rien, mais par contre, ça serait un appui fort. Mais on peut se demander si attendre juin pour faire cela, ça sera pas un peu un signal tardif, y compris sur le plan diplomatique, parce que d'ici juin, il peut se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas? Vous dites que la Macron l'a dit peut-être histoire de se remettre un peu au centre du jeu, enfin de remettre... Alors, l'intérêt du visite du président Macron, c'est d'avoir soutenu le plan égyptien et saoudien, de dire que non, c'est pas le plan de Trump sur Gaza qui va se mettre en œuvre, on va pas vider Gaza de ses habitants. Sauf que sur le terrain... Pardonnez-moi, mais ce qui est quand même incroyable qu'on soit obligé de répondre à ce qu'avait dit Donald Trump, d'imaginer Gaza Riviera quand on voit ces images de Gaza. Sauf que pour l'instant, on est obligé de répondre à ces provocations. Oui, mais la première partie du plan est en train de se réaliser, puisqu'on est en train de détruire toute possibilité de vie sur Gaza. Et je pense que le président Macron a été choqué par les images qu'il a vues, mais ces images ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis très longtemps. Et donc, effectivement, il y a là une volonté forte, mais pour le moment, sur le terrain, cette volonté est démentie par la réalité militaire, les bombardements qui continuent et l'armée israélienne qui poursuit son offensive sur la bande de Gaza. Sur les rapports entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ils en sont où ces deux-là ?
Mais en fait, que Netanyahou a réagi de façon beaucoup plus intelligente que Zelensky lorsque Donald Trump l'a mis devant le fait accompli sur les négociations avec l'Iran. On sait que Netanyahou est contre toute négociation avec l'Iran, et donc il aurait pu faire comme Zelensky, ne faites pas ça, vous allez vous faire avoir, vous allez vous faire rouler dans la farine. Et ça a fait jurisprudence quand même. Et donc Netanyahou a dit, bah oui, c'est très bien, en espérant que les négociations échouent et qu'elles échouent sans que lui ait à intervenir. Donc en fait, Trump l'a quand même bousculé parce qu'il n'a pas accepté de réduire les droits de douane à la demande de Netanyahou. Il a ouvert des négociations avec l'Iran contre l'avis de Netanyahou. Mais pour l'instant, en tous les cas, il n'a fait aucun obstacle aux actions militaires israéliennes, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Donc sur la question palestinienne, il y a un soutien total de Trump à Netanyahou. Alors au bout de 3 mois de présidence, il y a eu quand même beaucoup de bruit. Avant, il disait « je vais vite régler le conflit en Ukraine, je vais vite régler le conflit ». Et finalement, ça va pas aussi vite que ça. Il y a beaucoup de bruit. Oui, parce qu'il y a des réalités et qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts et que tout le monde ne va pas s'aligner. Trump pense qu'on est encore dans un monde unipolaire où il suffit que le président américain parle pour que tout le monde s'exécute. Le monde n'est pas comme cela.